Bonjour et bienvenue dans la rumeur. Nous avons longuement été silencieux, mais vous allez entendre parler de nous aujourd'hui. Informations exclusives, soi-disant révélées. Je cause avec toutes les voix La du température peuple. baisse, plus les esprits s'échauffent. Mais en même temps que l'eau monte, Origine de ce remue-ménage. la rumeur, elle aussi, grossit. Les figures politiques changent. Le manque de confiance dans nos démocraties représentatives est croissant. Quelle direction politique allons-nous prendre? Alors, je me retrouve en compagnie de Fabrice Philippot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en philosophie et vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire Changement social et politique à Paris Diderot. Je me retrouve aussi en compagnie de Romain Badoir. Vous êtes maître conférence à l'université de Cergy-Pontoise et chercheur au sein du laboratoire Agora. Et vos recherches se tournent principalement vers la mobilisation et la participation politique en ligne. Et puis, je me trouve avec Martin Mondiara. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes militant au Parti de gauche et au mouvement de la France Insoumise. Exactement. Et étudiant. En effet, en théâtre. Alors, donc ce débat, j'aimerais questionner en fait dans son ensemble, cet ensemble sera découpé en plusieurs questions, sur le passage de la théorisation politique à un projet de société réalisé. Et avant tout, je vous ai posé la question avant de venir, je vous ai demandé de réfléchir à plusieurs idées que vous considériez nécessaires à mettre dans une constitution. Est-ce que vous pouvez me dire, on va faire chacun son tour. Bon, j'ai quelques mesures qui sont peut-être pas forcément très originales. Donc, mettre les législatives avant les présidentielles, et non pas l'inverse. Permettre la proportionnelle, notamment législative. La révocation des élus par référendum. Qu'est-ce que j'ai mis encore ? La levée de l'immunité, puisque les députés sont sous immunité, qu'il n'y ait plus d'immunité. Et j'avais mis aussi un conseil constitutionnel tiré au sort, plutôt que tous les anciens présidents. Donc, quelques idées. Bon, il y en aurait d'autres, hein, mais comme on avait dit que ce serait un nombre limité. Donc c'est quand même des choses, en tout cas, qui vont vers une nouvelle constitution. Ce ne sont pas des choses qui ont été écrites. Moi, quand je vous demandais, c'était est-ce que c'est aussi le point de départ, quoi, vraiment, si on partait de zéro. Enfin, ça, c'est déjà quelque chose. Mais alors, je vais demander peut-être à Martin. Moi, j'en ai plusieurs qui se recoupent avec ce que tu as pu dire. La révocabilité des élus par référendum, oui, évidemment. La proportionnelle également. Aussi un point très important qui concerne soit notre moment aujourd'hui, mais même en politique en général, c'est l'inéligibilité des élus en cas de corruption. Parce que immédiatement, si un responsable élu par le peuple est accusé et coupable de corruption, le lien de légitimité de ce pouvoir ne peut plus être exercé et par conséquent, cette personne ne devrait plus pouvoir exercer un pouvoir politique. Et enfin, sans grande surprise pour le militant que je suis, une donnée non négligeable, ce qu'à la France Insoumise on avait appelé la règle verte, mais qui est de ne pas prendre plus à la terre que ce qu'elle peut renouveler dans un instant T, qui certes est une notion écologique et qui tient peut-être en sens moins du terme institutionnel, mais qui, je pense, devrait être une notion institutionnelle de vie en accord avec notre écosystème et on a même une notion politique qui devrait l'être au quotidien. Et enfin, la dernière mesure que je pense qu'il devrait être nécessaire à être dans la Constitution, ce serait la liberté pour chacun et chacune de disposer de son corps comme il l'entend, afin d'acter tel qu'il est cette liberté individuelle que chacun et chacune peut avoir sur soi. Après voilà, ça peut être interprété et prendre différentes formes, mais en tout cas, cette notion, à mon sens,
pour avoir une constitution qui garantit une société de citoyens et d'individus libres devrait être nécessaire. Alors il y a beaucoup de réformes qui sont sur la table en ce moment dans le débat public. Là, on en a abordé certaines, la révocabilité des élus, la proportionnelle à l'Assemblée. Il y a aussi le non-cumul des mandats, à la fois dans le temps et puis aussi à un instant T, pas cumuler trop de fonctions en même temps. Au Parlement, il y a aussi la question de la réserve parlementaire. Alors ça, c'est un point qui a été amélioré sous le mandat Hollande, dans le sens où avant, c'était quand même un système qui était très opaque. Aujourd'hui, c'est un peu plus transparent, mais on pourrait aller encore plus loin en imposant une forme de contrôle de cette réserve parlementaire et pas uniquement de transparence. D'ailleurs, François Ruffin, qui vient de rentrer à l'Assemblée, a justement proposé une forme de contrôle de sa réserve qui serait effectuée par un jury citoyen. Moi, il y a un point que je trouve très important, c'est de permettre aussi une forme de droit d'interpellation des citoyens dans le débat public, qui pourrait prendre différentes formes, qui pourrait prendre par exemple comme forme l'idée de permettre aux citoyens, via pourquoi pas un système de pétition en ligne, de mettre à l'agenda des débats de l'Assemblée un certain nombre de thématiques qui n'y sont pas. C'est notamment ce qui se fait au Royaume-Uni, où les citoyens, quand certaines pétitions arrivent à un certain nombre de signatures, peuvent mettre à l'ordre du jour des questions sur lesquelles ils veulent voir les députés discuter. Aux États-Unis, il y a un système similaire, un peu différent quand même, où là, les pétitions servent à interpeller le gouvernement, qui doit après répondre sur ce qu'il fait sur ces questions-là. Et puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut pousser encore plus loin, avec l'idée que ces pétitions servent aussi à déclencher des référendums sur des questions qui sont jugées d'importance par un certain nombre de citoyens. C'est un peu l'idée du 49.3 citoyen qu'avait développé Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle. Et puis un autre point qu'on oublie lorsqu'on parle de réforme démocratique, qui pour moi est très importante, c'est la question des quotas, et notamment des quotas sociaux dans les grandes écoles. Parce que un des gros problèmes de la démocratie en France, c'est quand même son élitisme, le fait que les gens qui nous gouvernent viennent très majoritairement des mêmes milieux sociaux. Tout simplement parce qu'ils ont suivi le même type de formation, Polytechnique, Sciences Po, l'ENA, et que ces écoles elles-mêmes sont très élitistes dans leur mode de recrutement. Et alors, il y a certaines voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut supprimer les grandes écoles. Alors, les supprimer, c'est peut-être un peu radical, parce qu'elles ont aussi ces utilités, ces écoles, mais peut-être imposer des quotas sociaux à l'entrée de ces grandes écoles pour que les personnes qui en sortent et qui sont amenées à gouverner, ou en tout cas à occuper des responsabilités, représentent un peu plus la société française et les différentes catégories sociales dans la population. C'est un peu ce qu'avait fait Sciences Po sous l'ère des coins, en mettant en place des quotas. Et je pense que c'est quelque chose qui gagnerait à être généralisé dans un certain nombre de grandes écoles. D'accord, donc on va quand même de plus en plus dans ce que vous dites, de plus en plus de présence du citoyen, de plus en plus de pouvoir, en tout cas, qui lui est donné. Est-ce que vous trouvez que là, on est en ce moment dans une crise justement de la représentativité des acteurs, un manque de confiance? Est-ce que ça peut être une porte qui peut s'ouvrir à quelque chose de différent actuellement, justement? Que la crise ouvre sur quelque chose de Oui. différent, c'est ça? Oui, oui, oui. Est-ce que justement, là vous parlez de propositions, c'est mais déjà est-ce que fait, concrètement, hein, non mais c'est Oui, déjà oui, fait. c'est ça, oui. Non, mais ce sont des propositions, mais après il y a, si vous voulez, dans la société même, pour les individus, parce que on peut sentir que c'est pas seulement vous qui le dites, mais aussi les gens qui ont envie d'aller vers ça. Est-ce que ça peut être une ouverture Ah oui, il me semble qu'il y a une grosse demande sociale aujourd'hui pour plus de participation. Les citoyens ont envie de faire entendre leur voix, c'est un peu le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'on a délégué le pouvoir pendant des années. Aujourd'hui, on sent dans la société une volonté de faire entendre sa voix dans le débat public, d'avoir un peu plus de prise sur la manière dont sont prises les décisions qui vont influer sur notre vie de tous les jours. Et cette demande citoyenne, elle s'exprime de manière très différente, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle existe. Sur quoi elle débouchera, on verra, mais en tout cas, elle est là. Ouais. Baston, c'est sûr et certain que le système politique et constitutionnel de la Ve République, par définition, est un système personnel qui, du coup, pousse à ce que l'expression populaire généralisée, les différentes classes, en effet, sociales et socio-professionnelles, ont beaucoup, les classes
les plus basses, entre guillemets, ont beaucoup moins de voix et de force politique. Et on le voit avec les taux records de l'abstention qu'on a d'élection en élection et qui maintenant dépassent, même dans des élections très importantes comme les élections législatives, dépassent le 50%. C'est pas un refus des gens d'aller, c'est pas un désintérêt général de la moitié du corps électoral de la question politique. Je pense que c'est aussi, surtout, un refus du système dans lequel on est actuellement, qui est un système très très personnifiant à toutes les échelles, qu'elle soit nationale ou, pour le cas le moins vieux, des législatives. Et en effet, je crois que ce taux de record d'abstention est aussi une aspiration à des nouveaux modèles, en effet. Où on n'aurait plus à voter pour un non quelque chose, mais plutôt pour des idées, et qui par conséquent pourrait permettre à des personnes qui portent ces idées, peu importe leur milieu social, de pouvoir accéder à ces pouvoirs politiques. Et même, c'est aussi un appel à plus d'intervention, sans pour autant avoir à passer par le système électoral, mais en tant que citoyen, à la question politique, qui pour le coup actuellement reste toujours très verrouillé et très perméable. Il y a même dans la Ve République une forme d'intervention populaire à l'Assemblée, mais qui est tellement étriquée et quasiment impossible à obtenir et à faire exister en tant que telle, parce qu'elle demande au final quand même le soutien de députés qui sont quand même, et un nombre assez conséquent en plus. Donc par définition, ça reste un mur qui pousse à ça. Après, la dernière mandature législative a fait que on a eu une très maigre, mais quand même une entrée d'aides-soignants, de personnes de catégories socio-professionnelles moins représentées habituellement à l'Assemblée, qui restent toujours une minorité, mais qui sont quand même présentes. Et je pense que c'est un atout non négligeable et même essentiel pour faire vivre une vraie démocratie dans son ensemble, quoi. Et comment est-ce qu'on peut sentir qu'on est à la veille d'une révolution, d'un changement de société? Est-ce qu'il y a déjà... L'histoire montre qu'il est très difficile de prévoir les révolutions ou de les anticiper, parce que même les observateurs les plus fins, pratiquement avant n'importe quelle révolution, pensaient vraiment qu'il n'y aurait pas de révolution. Donc s'il y a bien quelque chose qui caractérise les révolutions, c'est leur surgissement. Un surgissement qui est complètement inattendu de la part des observateurs d'une époque, même les observateurs très avertis. Donc c'est assez difficile. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, effectivement, je rejoins ce qui a été dit, c'est qu'il y a un déficit, quand on dit déficit de représentation, ça veut dire que les coordonnées générales dans lesquelles les problèmes sont discutés ne sont pas celles dans lesquelles une bonne partie des individus se pensent. Et donc du coup, il y a un décalage entre ce qui peut se passer de manière très lointaine, qui paraît du coup lointaine, du côté de la politique politicienne, et j'inclus tous les partis, et ce qui peut se passer en termes de perception des cadres locaux, des cadres dans lesquels les gens, eux, réfléchissent leur propre situation et ce qu'ils peuvent observer dans leur quotidien, et les difficultés et les questions auxquelles ils voudraient avoir une certaine une forme de, sinon de réponse, du moins voir leurs problèmes discutés, pris en compte, et non pas espèce de non-existence qui est quand même la situation la plus courante. Après, il y a aussi un certain nombre, sans aller jusqu'à parler de révolution, mais d'indicateurs qui montrent aussi une volonté de changement très forte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de participation et de mobilisation sur Internet, mais pas que d'ailleurs. Il y a un rejet des élites politiques qui s'exprime dans beaucoup d'enquêtes d'opinion. Il y a aussi une abstention qui grimpe en flèche. Et puis, la dernière séquence électorale, on en pense ce qu'on veut, mais il y a un an, personne n'aurait imaginé que les deux principaux partis de la Ve République ne seraient pas présents au second tour, qu'il y aurait autant d'individus de la société civile qui intégreraient l'Assemblée nationale. Et ça, à mon sens, c'est quelque chose qui n'aurait pas été possible il y a encore quelques années. C'est qu'il y a vraiment une aspiration à un changement, et le score aussi de Jean-Luc Mélenchon, très important à la présidentielle, c'est aussi un indicateur de ça, comme si la société était prête à se jeter à l'eau, en tout cas, ou était prête à des changements plus importants
que ceux auxquels on a eu le droit jusqu'à présent, quoi. Moi, je modérerai un peu parce que Ouais. bon, c'est quand même le centre qui a gagné. Et si Ouais. le centre a gagné, c'est parce que, par un effet de conjoncture malheureux, c'est les primaires, chacun des deux partis principaux ont élu des candidats qui n'étaient pas consensuels dans leur propre camp. Bon, je compte même pas les casseroles et tout, mais bon, c'est quand même vraiment très particulier cette situation. Et en principe, le centre, il fait 10-15% grand maximum. Et là, du coup, le centre s'est retrouvé avec un boulevard. Et le centre, c'est pas la révolution. Et c'est Oui, non, même bien le sûr. contraire de la révolution. Bah, Par contre, le renouvellement du personnel politique, Oui, moi, c'est je plus crois ça. que c'est attendu depuis très longtemps. Et c'est attendu pour, disons, alors la droite, je ne sais pas trop, mais en tout cas du centre droit jusqu'à l'extrême gauche. Parce que c'est les mêmes têtes qui reviennent aussi à gauche. C'est pas simplement le centre, le PS. C'est aussi du côté du Parti communiste, du NPA, d'avoir toujours un peu les mêmes discours, des discours qui portent plus ou qui sont devenus inaudibles parce que voilà, le monde a changé. Et donc le fait de faire re-rentrer du sang neuf d'une certaine manière, ça réinjecte de la représentativité du simple fait de changer les têtes, puisque les têtes qui viennent de l'extérieur, entre guillemets, viennent avec ce que Rosan Vallon appelle de la généralité sociale, qui est beaucoup moins marquée par le jeu politicien que les militants professionnels qui, eux, sont dans des coordonnées disons, de longue date et donc quelque part enfermés, assez coupés de la population, quoi. Ça, je crois que c'est assez caractéristique quand même. Et ça, il me semble que Macron, enfin le centre, l'a bien compris. Et il a changé le langage, il a changé les têtes. Et, alors, un peu moins la France insoumise. Hein. Il y a de l'idée comme ça, de ce côté-là, de la France insoumise, mais à mon avis, il y a eu beaucoup de déchets. Et du coup, l'objectif est beaucoup moins atteint, même si, bon, le score est quand même remarquable. Mais l'objectif est beaucoup moins atteint que ce qu'il aurait probablement pu être. C'est vrai, par rapport à la France insoumise, il y a eu le pari qui a été fait, c'est justement dans une certaine mesure, de sortir de cette logique, en effet, de ces vieux moteurs qu'il y a eu du côté de la gauche radicale, qui étaient en effet les moteurs qu'il y a eu dans le front de gauche ou même qu'il y a du côté du NPA, qui en effet cette vieille, cette logique, ces mots employés, cette logique sémantique, tout ça. Pour prendre l'exemple du NPA qui se dit anticapitaliste, qui se dit pour la lutte des classes, ça malheureusement ce sont des mots qui sont usés aujourd'hui, qui sont très très usés et qui aussi font peur. Parce que on est quand même, même si on n'est plus, enfin moi ma génération, on n'a pas vécu ça, mais on est quand même, le spectre de la guerre froide et de l'URSS et de ce qu'a été le communisme est encore très très présent et le mot communisme est un gros mot à mon sens aujourd'hui, particulièrement en France et aussi parce que la logique de parti à l'ancienne fonctionne, a usé. Les partis sont nécessaires à la vie politique, mais elle a usé aussi, épuisé du moins en France, les électeurs, parce que ce système-là on se rend compte que pour faire survivre un parti, il faut toujours faire du consensus pour avoir les sièges et les financements. Il faut toujours, par définition du coup, trahir certaines de ses idées pour avancer, s'allier de circonstances avec telle ou telle personne qui n'est pas forcément dans notre camp. C'était le cas, par exemple, du Parti communiste français qui, à l'échelle locale, s'allie de nombreuses fois avec le Parti socialiste ou l'Europe écologie pour accéder à des échelons locaux et qui, à l'échelle nationale, se dit contre. Et du coup, au bout d'un moment, ça embrouille les gens. Forcément, c'est clair et net. Et même la notion de gauche, quand on a eu un François Hollande qui était élu en tant que candidat du Parti socialiste, donc candidat de gauche, et qui après nous a pondu son quinquennat qu'il a eu, qui n'était pas économiquement, socialement de gauche, forcément le mot gauche se perd, il ne veut plus rien dire aujourd'hui. Et c'est pour ça que on a eu un renouvellement sur ce point-là, et qu'en effet, même si la France insoumise concrètement à utiliser des personnes et il y a eu des têtes un peu connues qui étaient déjà là présentes en 2012 dans les années d'avant. Jean-Luc Mélenchon est le premier exemple, il ne se dit pas être une tête nouvelle, mais il y a eu quand même une notion aussi de réintervention populaire dans le fonctionnement même de la France insoumise qui appelait à ouvrir toutes les vannes. On n'avait pas de carte à prendre dedans, n'importe qui pouvait rejoindre ce mouvement-là sur le seul postulat d'adhérer et de soutenir d'être d'accord avec le programme
et d'adhérer à une charte qui fait qu'on ne dit pas non plus n'importe quoi avec le nom France Insoumise. Et c'est voilà, réouvrir les vannes et permettre à n'importe qui de avoir un fonctionnement horizontal qui se base sur l'initiative populaire plutôt que sur les ordres d'en haut. Et c'est, je pense, ça qui a participé grandement à nos dynamiques. Et aussi une jeunesse, beaucoup plus. Enfin, l'équipe de campagne et les réseaux de gestion étaient assez jeunes par rapport à la moyenne habituelle. Peut-être moins que chez Macron parce que c'était une autre dynamique, mais c'était un autre fonctionnement. Mais en tout cas, il y a eu voilà, un souhait de jeunesse qui a été fait aussi et qui, au long terme, se prononcera. Et, parce qu'après, je pense qu'il faut voir que les gens n'aspirent pas, en discuter, n'aspirent pas nécessairement à participer en tant que eux-mêmes. Par contre, ce qu'ils attendent, c'est que les décisions leur ressemblent, même si ce n'est pas eux qui les prennent. Et donc, toute la difficulté, c'est d'arriver à faire en sorte que les attentes, en termes de décision et de changement social, soient incarnées dans des partis, des mouvements, des assos, il y a plein d'acteurs, des médias, qui sont capables de relayer ça. Et le parti pris de la France Insoumise, qui s'inspire un peu de Podemos, ça a été vraiment de dire nous devons restaurer un caractère dialectique entre la société et les représentants. Alors après, le parti est-il obsolète, pas obsolète? Bon, il n'est pas complètement obsolète, mais en tout cas, il était obsolète comme il était, c'est-à-dire comme un parti de professionnels, avec des militants, ne décident que les militants. Les militants, je suis désolé, mais ça ne fait pas grand monde en France. Donc, si des militants qui discutent entre eux, les citoyens sont en dehors. Donc, il fallait absolument arriver à faire rentrer les attentes citoyennes d'une manière ou d'une autre. Donc, faire rentrer du 109, c'est une manière, mais il y a plein d'autres manières possibles. Mais je crois qu'il faut bien voir quel est l'enjeu. Et l'enjeu, c'est d'arriver à retranscrire ces attentes populaires. Et ça veut dire aussi les agréger, parce que les attentes populaires sont contradictoires. C'est ça aussi la difficulté. Il n'y a pas une espèce d'unanimité dans le peuple qui va dégager une décision. C'est pas vrai. Il y a des attentes contradictoires, et donc tout l'enjeu aussi du caractère dialectique, c'est aussi de tisser dans ce caractère contradictoire un positionnement qui permet le côté dialectique. Et je crois que Macron, là-dessus, il a bien compris, parce qu'il y a un exemple qui me revient vraiment en tête, c'est ce qu'il a dit sur le colonialisme. C'est-à-dire qu'il a dit une chose de telle manière à provoquer un débat entre une France et une autre. Et non pas pour affirmer voilà quelle est la vérité, mais pour dire une vérité qui effectivement est portée par une partie de la France, pour la faire entendre à une autre partie de la France qui n'est pas du tout d'accord avec, mais ensuite il est allé voir l'autre partie de la France pour elle aussi la faire entendre. Donc il y a un côté comme ça où il joue un rôle de médiateur dans les différentes parties du peuple, et il parvient de cette manière-là à agréger. Et, là encore, Macron, je ne suis pas politiquement d'accord avec Macron, mais Macron a quand même été très fort encore, c'est qu'il s'est entouré de tout un tas disons, d'émetteurs, de capteurs, qui lui ont permis justement de faire remonter toutes ces informations, de savoir où sont les débats, comment positionner par rapport à ces débats-là, comment faire agir une partie de la société sur une autre partie, et ainsi de suite. Alors que le parti politique traditionnel, il a 2 conseillers de com ou 10 conseillers de com, enfin, c'est pas du tout la même dynamique. Et on a plutôt affaire à des experts qui viennent d'école machin truc, mais où il n'y a pas vraiment une dynamique politique, proprement politique. Ouais, je pense que derrière tout ça, il y a le maître mot de pluralisme dans les grandes évolutions politiques de ces dernières années. Et il y a un peu cette idée, effectivement, dans ce que fait Macron, d'aller tendre l'oreille à différents groupes. Et le changement démocratique derrière ça, c'est aussi une autre vision de la démocratie, justement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait quand même cette vision de la démocratie républicaine comme une forme de délégation du pouvoir. Les élus sont élus démocratiquement par le peuple. Et aujourd'hui, on a une autre vision de la démocratie qui est plus ancrée dans la société, qui est de dire, voilà, en fait, la démocratie, c'est plus que ça, c'est plus que de la représentation, c'est vraiment un moyen d'organiser la vie en société, où vraiment chaque citoyen
dispose d'une égalité de statut et peut disposer des mêmes moyens pour faire entendre sa voix et à autant voix au chapitre que son voisin. Alors c'est peut-être un peu utopique, mais c'est quand même aussi une aspiration qu'on sent dans différents groupes de population et qui, à mon avis, sera amenée à prendre plus de place, en tout cas dans le débat ces prochaines années. Et ce qui est vraiment différent, c'est aussi, faut se représenter par rapport à la France insoumise, qui est déjà beaucoup mieux ce qu'il y avait avant à mon avis, mais le côté déjà, si on prend le modèle Parti communiste, c'est local, pyramidal, et en fin de compte, il y a une très faible importance accordée à l'espace public. C'est-à-dire Pierre Laurent, personne ne comprend ce qu'il dit, il incarne rien, alors que Mélenchon, il a plein de défauts, mais voilà, il y a une parole publique, il y a quelque chose qui s'incarne, et il est nécessaire qu'au niveau national, quand c'est une élection nationale, quelque chose qui s'incarne. Ce qui n'est pas le cas du Parti communiste, ça tient à toute une tradition, on va dire, soit du centralisme démocratique, soit du conseillisme, qui aide finalement, et ce qu'on a vu aussi, comme tu disais, les pays soviétiques, bah oui, les pays soviétiques n'ont pas, pour la plupart d'entre eux, ont vu l'espace public détruit. L'espace public détruit parce qu'il y avait l'idée qu'on pouvait passer seulement de proche en proche. Et non, on peut pas, dans des démocraties qui sont plus grandes que celles de la Grèce antique, il faut passer à des tailles supérieures qui permet une incarnation de l'unité pour laquelle on est en train de discuter. Ce qu'il y a là, c'est la présidentielle, c'est l'unité nationale. Donc c'est à cet échelon-là qu'il faut se positionner. Alors ça, c'est un travers. Un autre travers, c'est ce qu'on voit, l'attitude des militants par rapport aux indécis, c'est-à-dire 99% de la population, qui est de leur dire, en gros, vous avez tort, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes contre moi. Tout ça, ça n'agrège rien, quoi. C'est quand même assez étonnant de voir comment des groupes politiques qui veulent en plus faire la révolution de temps en temps, ils sont deux ennemis. Ils pensent que le monde entier a tort, mais je pense que c'est contraire c'est ce qu'on appelle une décision absurde en sociologie, c'est agir avec constance et détermination contre le but qu'on s'est fixé. C'est vrai que c'est un truc qu'on peut observer beaucoup dans beaucoup de mouvements radicaux de gauche et extrême gauche, c'est clair et net. Et dans la France insoumise, il y a aussi, j'ajoute ça, de par l'exemple de Podemos et ce qu'on a appelé le populisme de gauche, l'idée d'être efficace. On n'est pas là pour se faire plaisir et dire voilà, moi je suis pour et je suis content parce que je suis pour. Il s'agit d'obtenir des résultats. Donc il s'agit de prendre le pouvoir vraiment sans. C'est pas pour faire de la figuration. Alors si c'est pour faire de la figuration, ok, on fait de la figuration ou on témoigne, mais on ne fait pas les choses à moitié, de dire on se présente, il y a un sens, quoi. Et je pense que c'est une rupture par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire simple gestion des sièges, on était dans les habitudes, où il n'y avait plus de pensée, il n'y avait plus de... Mais pourquoi on est là, quoi? C'est les questions qui... Ah oui, c'est vrai, mais on en parlera plus tard. Oui, exactement. C'est vrai que la France insoumise a pour cœur déjà, d'un côté, de faire la campagne, et le maître mot était pédagogique aussi. On a été là aussi pour apprendre des fonctionnements, des rouages de fonctionnement, parmi les quelques consignes assez vagues qu'il y avait à l'échelle locale, des groupes d'appui locaux, c'était si vous faites des réunions publiques qui ne sont pas forcément des petits meetings, parce que vous n'avez pas forcément de quoi tenir un meeting, et au final, pareil, le meeting, c'est pour faire venir des personnes qui sont d'accord, il n'y a pas d'espace de discussion, mais organiser des réunions publiques sur des thèmes particuliers qui sont chers qui sont à venir en commun, comme la notion de notre proposition de 6ème République, sur des thèmes sur l'écologie, sur l'économie de la mer ou d'autres éléments là-dessus, ou des problématiques de société, où on contactait cette coordination nationale qui avait à la France Insoumise, qui envoyait un orateur national et l'objectif de ces réunions, c'était pas un exposé d'un orateur national, c'était cet orateur ou cette oratrice qui, le fonctionnement habituel de nos réunions, c'était, donc lui il venait animer cette réunion-là sur le thème particulier, et les gens étaient dispatchés en plein de petits groupes différents qui réfléchissaient sur des problématiques qu'il y avait par rapport à ce thème-là, par exemple sur la 6ème République, sur la notion de République sur lesquelles j'ai participé. Il y avait des questions sur le régime présidentiel ou parlementaire, un pôle là-dessus, qui parlait sur le type de régime, un pôle qui parlait de la longévité des élus, un pôle qui parlait de représentativité, un pôle qui parlait de surveillance des élus. Et donc les gens se divisaient dans ces petits groupes-là et réfléchissaient, discutaient entre eux. Donc c'était ouvert en fait. C'est pas des réunions
des meetings de France Insoumise, on ouvrait ça à qui voulait s'intéresser. Il y a souvent des gens qui n'étaient pas forcément des électeurs habituels ou qui ne savaient pas pour qui voter, qui venaient à ce genre de réunion, et qui discutaient entre eux sur ces points-là, faisaient surgir des questions ou des propositions qui après étaient regroupées à la fin, où on envoyait de manière paritaire généralement des rapporteurs qui soulevaient ce genre de questions-là et qui faisaient faire débat au sein de l'Assemblée, petite assemblée de circonstances qui se réunissait. Et l'orateur national était là pour faire le médiateur et organisateur de cette chose-là. Et s'il y avait des questions où des gens ne savaient pas quoi répondre, par exemple des questions de droit constitutionnel, qu'est-ce que c'est un régime parlementaire, qu'est-ce que c'est un régime présidentiel, en effet, là l'expert était là pour raconter, pour expliquer ce genre de choses. Et voilà, on est dans une notion de discussion, et voilà, cette notion de populisme de gauche, c'est qu'on veut gagner aussi au final, on veut aspirer au pouvoir. C'est pour ça que le programme a été élaboré en avance, qu'il est très compliqué, qu'il est très long, qu'il fait plus d'une centaine de pages, et que on a pour objectif de convaincre les gens. On ne part pas en termes d'électorat. C'est-à-dire que, en effet, on ne va pas chercher les gens de gauche. Non, ça ne sert à rien. Le peuple, il est de gauche, de droite. Il est même ni souvent ni de gauche ni de droite. Donc quand on est sur le terrain, l'objectif, c'était de discuter avec les gens quand ils n'étaient pas d'accord avec nous. De leur dire qu'est-ce qui vous gêne, qu'est-ce que vous avez comme problème, et de voir si nos propositions pourraient les intéresser. Donc en effet, c'était dans le discursif et dans dans simplement un travail de militant de terrain, c'est-à-dire de discuter avec les gens, et s'il y a idée à convaincre, de les convaincre avec nos idées. Et pas d'accuser, de dire t'es un bourgeois, t'es pas d'accord avec nous, parce que ça n'a aucun sens. Alors on va justement regarder une fiction qui vient questionner ce rapport entre la discussion entre l'État et les citoyens. Avec toutes les voix. Température baisse, plus les esprits s'échauffent. Mais en même temps que l'eau monte, Origine de ce remue-ménage, la rumeur, elle aussi, grossit. Je te déteste. Je te déteste. Je déteste les gens qui te représentent. Je déteste que ma copine, elle ait peur de sortir le soir. Je déteste la justice. Non. Je déteste la justice à deux vitesses. Voilà, je déteste qu'on me fasse sentir comme un délinquant routier, tu vois. Alors que les vrais criminels, ils sont dehors, quoi. Et moi, me faire sentir ça. Je déteste que tu sois soumis aux lobbies qui me font vivre un quotidien abominable. Je déteste que tu m'envoies des lettres pour me demander de l'argent alors que tu pourrais venir chez moi. Je déteste que tu me fasses attendre. Qu'est-ce qui vaut mon temps? Je déteste quand je t'appelle et qu'il n'y a personne qui répond. Je suis obligé d'attendre 10 minutes, 20 minutes avant qu'on me réponde. Il vaut quoi mon temps? Tu trouves ça normal? Et il n'y a personne qui me répond. C'est un répondeur, quoi. Regarde-moi quand je te parle. Voilà ce que je déteste. C'est fini? Ok. Avec toutes les voix. température baisse, plus les esprits s'échauffent. Mais en même temps que l'eau monte, Origine de ce remue-ménage, la rumeur, elle aussi, grossit. C'est fini. Alors je sais pas si ça... Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il est intéressant ce court-métrage. Il y a plusieurs choses. Il y a la colère qui s'exprime sur beaucoup de sujets de la vie courante et cette idée qu'il n'y a pas de réponse à cette colère, quoi, forcément, du côté de l'élu, qu'on laisse les citoyens un peu s'exprimer dans le vide. Je pense que ça, c'est un sentiment
qui est assez répandu. Et tout à l'heure, on parlait des différents mécanismes qui existent pour faire participer les citoyens à la décision. Il y a beaucoup de choses qui existent depuis assez longtemps, notamment dans le domaine de la démocratie participative, où on va faire des jurys citoyens, des consultations de citoyens, en leur disant « faites entendre votre voix, dites-nous ce qui ne va pas ». Et puis le gros problème de tous ces mécanismes, c'est qu'au final, ce qui est dit est très peu écouté, ou a très peu d'influence sur les décisions qui sont prises et sur la manière dont les gens vivent. Donc je pense que par rapport à ça, il y a quand même une forme de colère, mais aussi de lassitude chez les citoyens de dire des choses qui ne sont pas forcément entendues. Alors pour moi, ça illustre ce qu'Ivan Illich appelait la contre-productivité des institutions. À savoir que l'institution qui a été créée par les individus pour faciliter la production d'un certain nombre de réalités concrètes, c'est-à-dire pouvoir obtenir, je ne sais pas, un logement, pouvoir obtenir une réparation des routes ou des résultats concrets, finalement, donc c'est un moyen, l'institution, finit par devenir un obstacle. C'est-à-dire que c'est plus la chose qui permet d'obtenir des solutions, c'est l'obstacle contre lequel il faut lutter jour après jour, parce que c'est ce qui nous empêche d'agir, quoi. Et je crois que c'était assez... donc, ça montre bien à la fois, les gens attendent des décisions. Ils ont pas, il y a un travers du militant politique qui est de croire que les gens veulent discuter. Parce que le militant politique adore discuter. Et de tout, de rien, et pendant des heures. Mais ce n'est pas le cas du citoyen ordinaire, à mon avis, qui vient discuter pour obtenir quelque chose. Et donc, effectivement, si on lui dit « bon d'accord, on vous écoute », et qu'après il n'y a rien, on a perdu, il y a un découragement, pour lui il y a une validation de comme quoi ça ne sert à rien. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à retransformer cette institution d'obstacle en moyen. Alors moyen, sachant qu'on retombe sur ce que je disais tout à l'heure, à savoir que c'est une décision collective. C'est-à-dire qu'aussi une des difficultés des auditions en petit groupe, c'est que le petit groupe n'est pas directement représentatif du grand groupe. Et donc, il faut bien mesurer ce que ça peut être une audition de 5-10 personnes. Comment on choisit? Est-ce que c'est les parties prenantes? Même les corps intermédiaires ne sont pas nécessairement directement représentatifs non plus. Ce n'est pas parce qu'on a consulté tous les syndicats ou tous les responsables de syndicats. Donc, il y a toute une dialectique de la vérité collective. Donc, c'est quoi notre vérité? Que voulons-nous dans lequel le politique, en tant que classe politique, est pris et qu'il doit faciliter. Et l'institution joue son rôle de moyen à partir du moment où elle facilite cette discussion de la société avec elle-même, cette prise de décision de la société avec elle-même, qui d'ailleurs peut être conflictuelle. C'est pas forcément que du débat, ça peut être des manifs, des pétitions. Mais par contre, le responsable, la personne qui se trouve dans la situation soit de blocage, soit où la personne ou l'ensemble de personnes, enfin qu'il y en ait plusieurs, ça ne change pas grand-chose conceptuellement, elle est dans la position soit de jouer les médiateurs d'une certaine manière d'une partie de la société avec une autre pour faire en sorte que la société produise ce qui finalement sur quoi elle arrive à se mettre d'accord et qui est réellement produit, soit elle est en situation de blocage, ou alors ce qu'on voyait aussi en situation de corruption, parce que des petits groupes qui mettent la main dessus, parler des lobbies, ça peut être aussi la course au siège, on en parlait tout à l'heure, pour bien garder son siège, on se met d'accord avec tous les copains. Tout ça, c'est des trucs de blocage, il y a beaucoup de facteurs de blocage, pas seulement les lobbies. Donc après, les décisions qui sont prises, c'est des décisions qui sont en faveur des lobbies, tout ça, donc la décision est confisquée. C'est plus que la représentation, la décision est confisquée, je reviens toujours sur cette idée-là. Et il y a un principe, la fin du film, pour moi, illustre le fait que, voilà, il faut changer, mais on voit bien aussi que lui, il est confronté, c'est pas parce qu'on a interverti, on a mis un citoyen, que la décision, ça y est, paf, on la prend. Non, le citoyen, lui, il va se retrouver confronté à la même difficulté de faire travailler la société avec elle-même, son pluralisme, ses conflits internes, et de telle manière à prendre les décisions qui sont attendues. Ouais. Je pense qu'il y avait cette critique justement dans le court-métrage, cette idée de dire que le renouvellement politique dont on a parlé, la société civile qui rentre à l'Assemblée, etc.,
Là, il y a une critique de ça qui dit que quelque part, on donne un peu à manger aux citoyens en leur disant, regardez, il y a des gens qui vous ressemblent un peu plus, parce que pas beaucoup, hein, qui vont rentrer dans l'hémicycle, mais au final, est-ce que ça va vraiment changer les choses? À partir du moment où l'acteur se retrouve avec l'écharpe, on voit qu'il adopte une posture différente et qu'il va certainement retomber dans les mêmes travers que celui qui l'insultait quelques minutes auparavant. Complètement. Oui, bon, je rejoins parfaitement ce qui a été dit. C'était, oui, vous avez tous les deux un peu fait le tour de ça et je m'y accorde, parfaitement. En effet, pour reprendre ce que tu disais sur cette notion de voilà, ici c'est voilà, bon, c'est un nouveau. Au final, c'est cette personne qui râlait, qui se plaignait, qui finit par reprendre le même poste et s'asseoir sur cet autre canapé. Au final, voilà, la question, le problème qui se pose, et je pense sûrement dans cette échelle-là de démocratie, de changer et que ce soit plus un gars assis sur un canapé avec un gars assis sur un autre canapé et du café au milieu qui lui sert à la fin de la discussion. C'est clair que s'ils étaient, alors je continue dans l'image, mais s'ils étaient tous les deux assis sur le même canapé, ils pourraient peut-être discuter en étant plus proches, quoi. C'est clair. Et je pense que voilà, c'est surtout ça le problème. C'est aussi démocratiquement parlant. Et aujourd'hui, à l'aube quand même bien avancée du XXIe siècle, c'est assez compliqué de rester dans un système qui a été créé pour une période de crise dans les années 50 et qui se basait autour d'un seul homme. Voilà, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui on a évolué. On a une société qui appelle beaucoup plus à l'individu. Et qui pour autant a un besoin de collectif aussi, mais qui en tout cas a de plus en plus de mal à la délégation totale et complète, sans pour autant, est-ce que tout le monde peut diriger, peut être responsable politique? Je ne pense pas pour autant, mais voilà, c'est clair que c'est l'aveu d'un système qui arrivait à la fin de son temps, quoi, simplement aussi. Et est-ce que justement, donc la démocratie, est-ce qu'elle peut ce qui est contemporain, c'est la mondialisation, c'est le contact avec différentes cultures, avec différents modèles. Et est-ce que on peut se demander si la démocratie est compatible avec tous les modèles, tous les courants, toutes les cultures? Tous les courants d'idées politiques. Ah bah non. Oui. Il y a des courants politiques qui sont antidémocratiques. Oui, mais oui. Est-ce que la démocratie peut correspondre à toutes les cultures partout Est-ce qu'on dans peut le monde, l'adapter? c'est ça? Est-ce qu'on peut réussir à adapter la démocratie, trouver des alternatives? Alors si on regarde dans le monde, d'un point de vue anthropologique ou postcolonial, on pourrait dire que la thèse, je pense qu'on peut affirmer sans trop de risque, oui, c'est toutes les cultures peuvent être démocratiques, mais toutes comportent aussi des courants antidémocratiques. Il y a même, je ne connais pas de société qui ne comporte pas de courants antidémocratiques, et je ne connais pas non plus dans lesquelles les aspirations démocratiques soient complètement absentes. Donc, mais après, oui, les arrangements institutionnels, il y a beaucoup de particularismes. Si on regarde la question de la laïcité, par exemple, il y a une configuration en France qui tient à la loi de 1905, qui elle-même tient à l'affrontement avec l'Église catholique, qui est vraiment marquée. Et si on va, je sais pas, en Inde par exemple, où la religion se présente de manière complètement différente, les débats ne sont pas les mêmes, quoi, hein. Et donc du coup, on va avoir des particularismes de ce type-là. Enfin, je prends celui-là, mais on peut en prendre plein d'autres, hein. Parce qu'il y a dans les institutions humaines, il y a disons, une partie qui ne peut pas relever de questions universelles. Il y a une incarnation de l'universel qui est nécessairement particulière, hein, ce que Hegel appelait l'universel particulier. Et ça n'empêche pas que derrière il y ait cet universalisme. Mais il y a des courants qui estiment que, des courants, je sais pas, le royalisme par exemple, on avait évoqué ça à un moment. Eux pensent, disons, les courants conservateurs, réactionnaires d'une manière générale, qu'est-ce qu'ils veulent? Tout ce qu'on est en train de dire autour de la démocratie, c'est que l'autorité doit être, c'est un peu ce que je dis dans mon bouquin aussi, Réenchanter le monde, l'autorité doit être définie par les individus à égalité. Et après, il faut trouver les arrangements pour y arriver. Les courants conservateurs et réactionnaires pensent que
les individus ne doivent pas avoir prise du tout sur l'autorité. L'autorité doit être absolue et hors de portée. Donc c'est pour ça qu'ils sont en général pour des théologies politiques. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit religieux. Comme ça, au moins, c'est Dieu, donc on ne peut pas y toucher. Donc tous ces courants-là, évidemment, sont complètement antidémocratiques. Alors, ils peuvent être démocratiques. Hein. Carl Schmitt on parle de la démocratie. Quand il parle de démocratie, il dit « Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? C'est démos kratos, c'est la force du peuple. Et donc, la démocratie, c'est la dictature. Parce que la dictature, c'est la seule manière pour un peuple d'avoir un maximum de force. Sous-entendu, pour taper les voisins, les ennemis, les adversaires, les ennemis de l'intérieur. Donc c'est une conception complètement fasciste, assumée d'ailleurs, de la démocratie. Mais il faut bien voir que le mot démocratie, dans ce cas-là, a un sens qui est plus du tout démos, kratos, c'est le peuple qui s'autogouverne. C'est la définition qui est dans la Constitution de 58, qui a quand même cette vertu. Le peuple qui se donne à lui-même ses propres... Là, c'est pas du tout cette idée-là. Et pourtant, il va parler de démocratie. Donc voilà, il faut bien s'entendre sur le sens des mots. Et ces courants existent aujourd'hui encore. Il y a différents courants conservateurs. On parlait des royalistes, qui ont plutôt, une bonne partie d'entre eux sont fédéralistes, par exemple, sont pour les régions, des régions de type ethnique. Ils sont tous, certains d'entre eux sont pour une unité ethnique de l'Europe, contre évidemment tout ce qu'il y a autour, le Moyen-Orient, tous les Arabes, quoi. En gros, hein, Charles Martel nous a sauvés. Donc eux, ils vivent dans ce genre d'idées. Il y a la droite libérale qui est généralement la plus attaquée par l'anticapitalisme de gauche, qui est la droite bourgeoise. Mais eux, ils sont au moins pour une démocratie représentative, certes élitiste. Il ne s'agit pas que le peuple ait le pouvoir. Il s'agit que les bourgeois aient le pouvoir et permettent une certaine expression populaire, mais très très canalisée et surtout pas révolutionnaire. Donc eux, ils acceptent quand même ça. Mais il y a des courants qui ne l'acceptent pas, qui refusent carrément, qui sont anti-parlementaires, qui peuvent être anticapitalistes aussi d'ailleurs, mais pour des sociétés type Moyen-Âge, sociétés hiérarchiques, d'ordre, chacun à sa place, sociale. Hein. C'est-à-dire que personne n'est pauvre, hein, mais les gens sont à leur place et doivent y rester. Ils n'ont pas le droit de remettre en cause l'ordre commun. Est-ce que je vous pose cette question aussi justement pour dire, est-ce que aussi dans la démocratie on peut exporter, c'est-à-dire que la démocratie prend le fait qu'on donne la parole à chacun, qu'on peut donner la parole à chacun, que chacun peut être représenté. Comment est-ce qu'on fait dans une société, justement quand... Par exemple, prenez le cas des royalistes. Donc c'est vrai qu'il y avait possiblement un royaliste qui devait venir et qui, bon, tout compte fait, n'est pas là. Mais c'est vrai que j'avais eu des refus de plusieurs personnes spécifiquement pour cette raison. Après, normalement, dans un cadre démocratique, on discute, même avec des gens avec qui on est complètement opposé au niveau des idées. Donc moi, ma question, c'est, au-delà de si est-ce qu'on peut l'exporter, est-ce que aussi dans la démocratie, donc dans l'importation, est-ce qu'on peut d'une certaine manière, est-ce qu'on doit exclure l'individu de la communication? Est-ce qu'on doit exclure l'individu du débat? Ou est-ce qu'on doit essayer de trouver un moyen, malgré les différences qui peuvent être très conséquentes, très, très grandes, à trouver un accord, à vivre ensemble, à collaborer? Parce que là aussi, quand on voit aussi par rapport, je terminerai sur ça, avec le FN, où les électeurs du FN sont quand même vus comme des parias pour une partie d'autres... en France, donc comment est-ce qu'on se positionne face à ces gens qui n'ont pas les mêmes idées que nous, qui n'ont pas la même culture? Alors ça, c'est une grande question. Alors juste avant, je voudrais dire quelque chose sur quand on parlait d'exporter la démocratie à l'étranger. Je pense que ce qu'on peut retenir des 20-30 dernières années, c'est aussi cette idée qu'une démocratie, ça ne s'impose pas, quoi. On ne peut pas imposer à un peuple une démocratie. Je pense à cette idée lors de l'invasion de l'armée américaine en Irak, qu'on allait parachuter un parlement gonflable. Je ne me rappelle plus qui avait eu cette image, mais elle était très parlante, quoi. Voilà, on est venu vous libérer, maintenant place à la démocratie, on voit ce que ça donne. La démocratie, il faut toujours qu'elle vienne d'une volonté populaire et qu'elle vienne de l'intérieur. Après, sur ce que vous disiez sur, en fait, un point de vue radical de la démocratie qui serait de dire la démocratie, c'est le pluralisme, tout le monde a le droit à la parole, y compris les antidémocrates. Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est vrai qu'en France, par exemple, vous parlez du Front National, pendant des années, on a quand même cherché à empêcher le Front National d'avoir
accès à l'espace public, ou en tout cas en canalisant très fortement ses prises de parole. Ça n'a pas été très efficace au final, parce que le Front National n'a pas cessé de monter durant cette période. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une culture de la démocratie, qui à mon avis a aussi été influencée par Internet et par l'explosion des différents moyens d'expression, qui est de dire même mes ennemis, même les ennemis de la démocratie doivent avoir autant le droit de parole que moi, et on doit pouvoir les écouter et discuter avec eux. Ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, c'est quand même plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être complètement naïf par rapport à ça. Et le Front National en est un très bon exemple, c'est-à-dire que le Front National va, à chaque fois qu'ils sont exclus d'un débat, dire « Regardez, ils se prétendent démocrates, on n'est jamais invité, etc. » Sauf que quand ils le sont, ils ont des stratégies de communication, d'imposition de leur thème, c'est-à-dire qu'eux, ils ne viennent pas non plus pour discuter. Ils viennent avec une stratégie de communication bien établie, ils n'ont pas forcément envie d'écouter non plus ce que leur disent les autres, et ils vont utiliser cette scène publique à des fins de communication, de propagande, etc. Alors vous me direz, tout le monde fait à peu près ça, mais je veux dire, moi personnellement, je suis pour un point de vue très radical de la démocratie, c'est-à-dire que je considère aussi que les antidémocrates doivent pouvoir faire entendre leur voix et qu'on doit les écouter respectueusement, mais voilà, j'ai cette réserve qui est de dire ne soyons pas trop naïfs non plus par rapport à la manière dont ces gens-là pourraient aussi instrumentaliser le débat à d'autres fins. C'est clair et net que l'exclusion de certaines idées, ou du moins de grosses franges d'idées, parce que le Front National, c'est surtout un micmac de plein de choses qui ont pour but de marcher et de convaincre les gens plus que d'être efficaces et efficientes en tant que telles. L'exclusion de grands pans, déjà, c'est une porte ouverte à tout, parce qu'au bout d'un moment, on peut aussi dire que si on sort de la vision qui visiblement semble s'imposer, en tout cas que les politiques actuelles tentent d'imposer, du thatchérisme, il n'y a pas d'alternative, voilà, on fonctionne comme ça, le monde est libéral, blâme. Dans ce cas-là, tous ceux qui sont anti-libéraux, on leur donne pas la parole, parce qu'ils ne sont pas logiques, ils ne sont pas crédibles, ils sont dangereux. Et du coup, ça toucherait d'autres franges, d'autres camps. Et après, l'autre problème aussi, c'est que, particulièrement avec des gens, dans le cas du Front National, comme tu disais, dès qu'ils ne sont pas invités, ils disent « Ah bah regardez, on nous censure, ça veut dire qu'on a raison ». C'est aussi une preuve, la censure est une preuve de crainte, qu'il y a une menace de la personne censurée. Et que du coup, à mon sens aussi, je pense que toujours le meilleur terrain, qui est peut-être plus compliqué et qui demande peut-être plus de travail, à certains égards de courage, c'est d'affronter aussi ces idées-là et de les démonter s'il y a à les démonter. Et d'ailleurs, cette idée qui est de dire qu'on lutte plus... Enfin, il y a deux camps, quoi. Est-ce qu'on lutte mieux contre les extrêmes en les empêchant de s'exprimer, ou est-ce qu'au contraire, on lutte mieux en discutant avec eux? Je pense que le cas du débat présidentiel avec Marine Le Pen, où pour le coup, beaucoup d'observateurs ont dit ça a été le plomb dans sa campagne, parce qu'en fait, au final, c'était la première fois que le Front National participait au débat de la présidentielle, du second tour, et beaucoup de gens se sont rendus compte qu'effectivement, sur l'argumentation, les idées, l'écoute, etc., ça passait pas. Donc effectivement, le dialogue dans ces cas-là peut s'avérer productif. C'est ça, et c'est d'ailleurs c'était cet épisode-là qui était un des premiers depuis assez longtemps, où on a dit « Ah bah ça y est, le Front National, au sein, en termes de sympathisants, de militants, s'est pris un coup, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont perdu beaucoup par ce débat-là, et eux-mêmes en interne le disaient. Il y a beaucoup de gens qui, c'est pas pour rien qu'ils ont eu une perte d'électorat aussi incroyable à l'échelle législative d'après, qui sont quand même terminés deuxième à l'élection présidentielle. Bon après voilà, c'est le gros problème c'est ça, il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, ils ont aussi leur nombre d'électeurs a aussi chuté de manière incroyable, bon, comme tous les. Je crois que le truc important, c'est preuve dans l'histoire. C'est-à-dire, est-ce qu'ils commettent des actes qui sont antidémocratiques, ou est-ce que c'est que des idées aussi, ouais. Ah oui. Ouais. Et si on ne peut pas, parce que c'est le cas pour le Front National, ils ne tombent pas sur le coup de la loi, ce qu'ils racontent. Donc, alors on peut dire oui, ils avancent masqués, tout ça, bon. Mais dans ce cas-là, il faut faire la preuve qu'ils avancent masqués. Donc il y a un travail d'investigation aussi des médias, qui est quand même, ou d'autres partis, enfin les autres partis politiques, on peut les suspecter mais il y a cette histoire de preuve justement à établir. Et un élément, moi, qui m'a pas mal marqué, c'est à quel point le discours, disons,
philippotisé du FN, c'est-à-dire soi-disant social-gaulliste. Moi, j'ai regardé dans le détail le programme du FN, il n'est pas social du tout. Et il est quand même assez étonnant que ce discours a été repris. Ça veut dire donc que les journalistes n'ont pas lu le programme, ils se contentent de dire, parce que beaucoup de journalistes font ça, ils donnent le micro, là, ils racontent n'importe quoi, ils donnent le micro, ils racontent n'importe quoi, ils disent « nous avons donc eu les... » Donc, il y a un travail d'investigation qui grossièrement n'a pas été fait. On se c'est une espèce de spectacle médiatique comme ça où on prend Philippot qui est vrai très très fort dans la rhétorique et tout, on lui oppose un autre style Mélenchon et puis voilà, ça clash, c'est super, mais ça ne clarifie pas les positions des uns et des autres, ça ne fait pas la preuve de quelle est leur position réelle, qu'est-ce qu'ils vont réellement faire derrière. Donc autant à mon avis oui il faut condamner sans preuve ça ne marche pas. On va dire, voilà, c'est une attente démocratique aussi, ça, que la condamnation soit avec preuve et non pas simplement ça sent mauvais, il ne faut pas en parler, c'est pas bien. Et l'attitude moralisante a nourri le Front National d'une manière très forte, parce qu'il a surfé là-dessus en disant regardez la gauche morale. Qui effectivement, quand on regardait les représentants, ce n'étaient pas les gens qui souffrent. Donc ils étaient là à donner des leçons. Et donc, moi, pour moi, c'est une des causes principales de la montée du FN. Le changement de leur discours, la facilité avec laquelle l'attitude des élites, même de gauche, pouvait avoir l'air comme ça de pas se préoccuper du sort des gens, mais simplement de faire de la moralisation, de donner des leçons à tout le monde. Et, ça a largement profité parce que c'est très facile à démonter du côté du FN, là, c'est du pain béni. Et puis cette critique justement de la dimension moralisatrice de la gauche, elle prend place aussi dans une société qui évolue et dans les attentes démocratiques, il y a aussi cette idée que les individus sont de plus en plus autonomes dans leur manière de juger des choses, des valeurs, des événements, etc. Et de plus en plus autonome par rapport aux élites politiques, mais aussi médiatiques. C'est-à-dire qu'effectivement, on se rend compte que les citoyens, au final, suivent très peu les recommandations qui leur sont faites, des éditorialistes, des journalistes, des personnalités politiques. Et donc ce discours moralisateur, il marche encore moins parce que les citoyens se disent mais qui êtes-vous pour me donner des leçons de morale? Moi, je juge sur pièce et on revient à l'idée de preuve dont on parlait, quoi. Ça marche d'autant moins, à mon avis, c'est que justement, il y a ce décalage, y compris de la sphère médiatique, et là, ça renvoie aussi au cas de Trump, de la sphère médiatique vis-à-vis du pays réel. Enfin, je vous donne une petite anecdote qui était quand même assez édifiante. Moi, ça m'a fait m'asseoir dès le matin. Sur France Inter, je sais pas, les journalistes rigolent 5 minutes et disent « Ouais, qu'est-ce que ce serait le truc le pire ?» Bon, le truc le pire, c'est qu'on soit obligé de faire le journal du matin, le 7-9, dans les coins les plus perdus de France. Mais c'est dire à quel point ils se foutent des gens, quoi. C'est quand même dramatique d'entendre enfin, ils se rendent même pas compte. C'est quelque chose qui est passé à l'antenne. Oui, ils blaguaient entre eux comme ça à l'antenne. Ils se rendent même pas compte à quel point les gens voient que ce dont on parle dans les médias n'est pas ce qu'ils voient. Donc ça veut dire que c'est une petite élite qui discute entre elles. Et c'est assez la réalité. Voilà. Enfin, pour moi, j'explique que beaucoup de gens contestent ça en disant « faut pas ». Mais l'élection de Trump et les 35% qui continuent de tenir mordicus à Trump, c'est que Trump continue de se positionner dans l'espace, disons, élitiste, comme quelqu'un qui n'y connaît rien. Comme quelqu'un de lambda qui serait arrivé au pouvoir et qui, devant tel ou tel problème, réagit de manière complètement pragmatique, n'écoute aucun conseiller. Et ça parle. Il incarne ce que les gens voudraient voir incarner. C'est une certaine disons, un refus de jouer le jeu. Et ça, à un moment donné, s'explique qu'il est toujours un socle très fort, 35 à 40%, hein, j'en discutais avec un Américain, 35 à 40% de personnes qui bougent pas sur leur ligne, quoi, et c'est pas les riches. Alors après, bon, il y a tout un tas le racisme latent aux États-Unis, donc c'est plutôt des blancs, et bon, mais quand même, je pense que il y a le fait qu'aux États-Unis, l'argent, c'est pas si, voilà, la différence de richesse, c'est pas si, c'est pas comme en France. Enfin bon, mais si on prend en compte tout dans le contexte, c'est quand même ce fait qu'il incarne une voix qui serait aussi naïve que le paysan du coin qui arrive au gouvernement et qui ne veut pas du tout croire les conseillers, pas du tout les médias. Il veut voir d'abord. Il veut aller rencontrer le machin, aller rencontrer le truc, mais d'abord, il ne sait pas.
Ça, je trouve que c'est assez frappant quand même. Donc, ils sont contents. Et tout ça, malheureusement... C'est pas bon pour leurs intérêts, ceci oui, dit, mais... c'est bon pour leurs intérêts. Hein. Mais soit Trump est très fort, oui, quand même, en tout cas... soit il le fait sans faire exprès. Quoi. Mais en tout cas, ça me rappelle Ça, ce dont on parlait au début, ce que tu disais sur le fait que Macron était très fort parce qu'il arrivait, en parlant de coalisme, à susciter polémique, donc à la fois à gauche et à la fois à droite. Mais au final, il fait que susciter de la polémique et qu'on parle de lui, etc. Parce qu'au final, ce qui est un peu aberrant dans ces histoires-là, c'est que on vote pour des idées, pour des programmes, techniquement, officiellement. Et qu'on se retrouve, en effet, dans un système médiatique de déjà, en effet, grande majorité portée par des personnes comme le 7-9 de France Inter, il en est l'exemple parfait. Si des gens qui disent « Oh là là, attends, si on sort de Paris, oh là là, qu'est-ce que ça va devenir ?» Alors que c'est quand même... Ça se sent trop. Oui, voilà, c'est beaucoup trop. Et qui, en plus, pareil, ne lisent pas les programmes et qui, du coup, ne peuvent pas donner de véritables... Enfin, en grande majorité, qui ne peuvent pas donner de véritables analyses de fond et débats d'idées et réels débats politiques sur ce qui se passe. Sur les idées du Front National, les programmes du Front National et ce qu'ils auraient appliqué, enfin, du moins, ce qu'ils officiellement réclament auraient appliqué, ne sont pas vraiment, pas pu être démontés ouvertement parce qu'elles n'ont que très peu été abordées. Tout comme le programme de Macron qui était... lui, peut-être c'est celui qu'on abordait le plus parce qu'il était tellement creux que ça fonctionnait très bien avec la sphère médiatique qui du coup pouvait le résumer très facilement. C'est clair et net. Mais après voilà, on retombe dans des questions de personnification très souvent où, c'était clair que c'est nécessaire d'en parler, mais dans le cadre des présidentielles qu'on vit actuellement, qu'est-ce que vous pensez de François Fillon ? Je suis désolé, mais... Il y a le côté aussi, bon, vous êtes à 15%, comment vous allez passer à 16%? Voilà, c'est la course de petits chevaux. Exactement, ouais. C'est ça, exactement. Où ça passionne les médias, voilà. La course de petits chevaux, savoir qui va monter, qui va descendre. Et alors, le programme de Macron, quand on regardait, moi je l'ai fait avec mes étudiants, dans la finale, on a fait le programme de Marine Le Pen et le programme d'Emmanuel Macron. Ils ont conclu par eux-mêmes, ils sont de toute tendance, ils ont conclu par eux-mêmes qu'il n'y avait rien pour les pauvres. Non. On prenait dans la poche des uns pour mettre certains pauvres, pour mettre dans la poche d'autres pauvres, et puis voilà. Oui. Mais il suffisait de lire, c'était simple, et que les recettes, c'était des bonnes vieilles recettes, qu'il n'y avait pas de grandes nouveautés. Bon. Ah, c'est clair et net. Alors dans la course de petits chevaux, il a bien emballé le truc. Mais c'est comme ça, oui, c'est comme ça qu'on arrive avec un Laurent Ruquier qui disait à Mélenchon, du coup ça sert à rien ce que vous faites. Ça c'était avant cette période de grâce incroyable dans laquelle on est passé devant Benoît Hamon et les gens ont commencé à s'intéresser à nous. Mais où Ruquier disait à Mélenchon, mais ça ne sert à rien ce que vous faites. Vous avez 8%. Ça sert à rien ce que vous faites. Alors ça, oui, c'est encore un autre... Et du coup, oui, et ça revient à ce truc-là. L'effet performatif des sondages sur les votes. Ouais, c'est ça. Mais ça aussi, c'est un élément intéressant aussi dans comment le peuple se représente lui-même. Au travers des sondages, le peuple prend connaissance de lui-même. Et donc chaque individu, chaque composante du peuple peut voir si elle est minoritaire ou majoritaire. Et donc ça va rétroagir nécessairement là-dessus. Et alors moi, j'ai pas forcément de solution, mais le côté course des petits chevaux va renforcer cette idée que maintenant chaque individu, ce qui est complètement fausse, chaque individu prend une décision de manière complètement indépendante de tout ce qui va être raconté. C'est pas vrai, il y a un effet performatif. Alors ils ont beau dire oui, c'est pas sûr. C'est pas ça l'enjeu. Non. Et c'est ce qui a donné cette notion que le Parti Socialiste a utilisée pendant des années et des années, c'est le vote utile. Votez pour nous, et c'est aussi ce pourquoi Macron, au deuxième tour, n'a rien fait. Parce qu'il n'a pas du tout essayé de convaincre les gens de voter pour lui. Il était sûr qu'il allait gagner parce qu'il était contre le Front National. Et que mine de rien, il reste un plafond de verre malgré les taux d'abstention incroyables contre le Front National en France. On va changer un peu de direction. Je vais donner la place au chroniqueur qui va, lui, venir nous parler de décroissance, qui, pour le coup, sort le... Bonjour, rebonjour. Bonjour. Alors, je m'appelle Alexis Thibault. Voilà, j'ai pas de prénom. Si, Alexis. Pas drôle. Alors, donc, je viens introduire la troisième partie de l'émission avec de l'info et de la malice, parce que quand j'étais petit, on m'a toujours dit que j'étais malicieux. On me dit que dommage qu'il soit noir. Alors, nous allons parler utopie et décroissance, à ne pas confondre avec dépression, qui est très courante chez les véganes, qui ont la particularité d'être plus tristes que certains animaux qu'ils ne veulent pas manger. Avant ça, j'essaie d'expérimenter de nouvelles choses. Petit tour de magie, d'accord? Tu choisis un chiffre entre 1 ou 2 dans ta tête, d'accord? C'était 1? C'était 2. Et Ah,
Voilà. Joli. Bon, je Bravo. pense pas que je suis un peu loin du prestige, mais bon, on va essayer de tenter pour la prochaine fois. Alors, la particularité en politique, c'est la volonté permanente de progrès. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un système ne fonctionne pas, on veut absolument le changer par quelque chose dont on sait à l'avance que ça va foirer, mais on tente quand même. Et on ne compte plus les partisans du de toute façon, ça peut pas être pire. Alors, il faut arrêter avec cette phrase, je pense que ça peut toujours être pire. Du coup, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple de Roger, 54 ans, ouvrier, 3 garçons, une femme qui exerce la profession de sosie de Mylène Farmer. Il perd son travail une semaine après s'être fait déchiqueter le bras dans une machine. Il n'a plus confiance en rien, voilà, c'est perdu. Bon, il est droitier, il a perdu le bras gauche. Ça aurait pu être pire. Donc, je pense que l'optimisme peut être toujours là. Il faut toujours être optimiste. Regardez le PS. Alors, quand on m'a dit qu'on allait parler utopie, voilà, Justine m'a dit j'aimerais bien que tu parles des utopies. Du coup, la première chose à laquelle j'ai pensé, moi, c'était le téléfilm Dinotopia, qui était ouais, un téléfilm dans lequel les gens se déplaçaient à d'autres diplodocus. Donc, c'était une série en 3 épisodes. C'était une belle merde. Et un pote m'a dit non mais Alexis, l'utopie c'est pas du tout ça, c'est un terme créé par Thomas More. En fait, c'est la construction imaginaire d'un rapport à l'idéal, au contre-idéal. C'est une forme de chimère hors de portée, essayer de vivre autrement. Alors, il s'agirait donc de savoir si l'utopie est génératrice d'espérance et de progrès, ou simplement un processus de rupture avec le système socio-politique en place. C'est là quand on la met sur une disserte, ça envoie du lourd. Alors, tous les pays partagent un même objectif, produire davantage de richesses que l'année précédente. On est sur du jet fish, c'est stylé. Le but est de profiter à la croissance, et il est admis que les richesses d'un pays influencent le niveau de vie des habitants. Jusque-là, c'est le programme de 5e, tout le monde suit. Et depuis les années 80, un village d'irréductibles prône la décroissance. Plus on produit, plus on pollue, et plus on épuise les ressources naturelles, pétrole, gaz, charbon, eau, choc à pic. On a donc une équation assez simple, baisse des ressources, nombre de personnes sur Terre, et X, le moment où on sera tous dans la merde. Avec d'autres facteurs bien sympathiques tels que la pénurie, les crises, la guerre, l'extinction de l'humanité et le transfert de la Ligue des Champions sur SFR Sport. D'où une réduction progressive de la production mondiale. Alors, il s'avère que les pays en développement sont assez dans la merde pour qu'on leur dise « Dis donc les gars, vous avez un peu trop produit cette année, mais on n'a même pas pu manger. » Ah, il faut toujours que tu ramènes tout à toi, donc on va les laisser un petit peu tranquilles. C'est donc aux pays développés de diminuer leur consommation, en privilégiant le don, l'échange, l'achat d'occasion, mettre la solidarité au premier plan, réduire son temps de travail pour partager les emplois, faire des enfants avec des membres de sa famille, bref, plein de choses différentes. Et la coopération indispensable, la coopération internationale est indispensable, sinon ça ne veut rien dire, notamment en matière de pollution et de production industrielle. Voilà pourquoi c'est assez difficile à mettre en place, parce que je vois mal des gens se pointer en Corée du Nord en disant « Salut, on est des membres du PDA, on vient vous passer 2 minutes de la planète, nanani, nanana », ça ne serait pas possible. Donc moi, je me suis intéressé à l'économiste Serge Latouche, qui est capable de théoriser l'après-développement, et il nous dit « Dans une société qui repose sur la création continuelle de nouveaux besoins, on voit bien qu'il n'y a plus de limite à la production, à la consommation et à la pollution. Les nanotechnologies, c'est dur à dire, risquent plutôt d'accélérer la destruction. Il y a encore 20 ans, on n'avait pas besoin de téléphone portable. » Alors, je mets une petite pause, je veux qu'on arrête de parler du passé, parce que le principe du temps, c'est qu'on ne peut pas revenir dans le temps, donc c'est un petit peu inutile. Je continue. Nous sommes devenus toxicodépendants, il suffirait de faire un petit retour en arrière pour voir que l'on peut être parfaitement heureux avec beaucoup moins. Il faudrait amener dans les grandes assemblées des enfants de 5 ans qui comprennent déjà qu'une croissance exponentielle infinie est incompatible avec une planète finie. Du coup, je suis allé voir mon petit frère de 5 ans qui s'appelle Lucas. Je lui ai dit, ça ne te dérange pas de jouer à chat-bougie pendant que la planète est à l'agonie. Je te rappelle qu'une croissance exponentielle infinie est incompatible avec une planète finie. Si Madame Bernard passait davantage de temps à te parler décroissance plutôt qu'à t'apprendre des paroles de Damso, on ne serait pas dans la merde. Donc, il y a quelques années, l'Obs, le journal, rencontrait Frédéric, 45 ans, partisan de la décroissance et refusant la surconsommation. Il avait décidé de vivre sans eau courante ni électricité, sans frigo, sans ordinateur, une douche à l'eau de pluie et du savon fait maison, végétarien privilégiant les légumes crus. Alors, beaucoup de gens pensent que Frédéric a raison de vivre son rêve, encore qu'il aurait pu trouver ce genre de choses dans certains pays. Hein. Et pour ma part, j'ai déjà fait du camping. Voilà, c'est un petit peu le même délire, j'étais pas spécialement fan. Alors, l'utopie politique, en fait, ne date pas d'aujourd'hui. Lors des élections de 1848, les premières ouvertes au suffrage universel masculin, hein, on va pas faire voter les femmes quand même, parce qu'après c'est l'escalade. On veut la même paix que les hommes, oui. Allez, tais-toi et nettoie. Donc, un candidat parisien nommé Muret propose une société sans travail grâce à la multiplication infinie des machines. Alors, infinie, c'est un peu beaucoup, mais pourquoi pas. Les emplois seraient tenus par des chiens savants chargés de surveiller des usines entièrement mécaniques.
Alors se faire virer pour une machine, c'est difficile, mais pour un chien savant, c'est un gros cauchemar. Roger, ça aurait pu être pire. Donc, l'utopie politique est au final un objectif plus qu'un rêve, elle est liée à l'instant T, car elle ne présente pas un idéal indépendant, mais un imaginaire qui se réfère inconsciemment à un système actuel. Une société peut-elle fonctionner sans les concepts de propriété et d'argent? Une société peut-elle favoriser la tolérance et mépriser les honneurs? Comme l'a dit Émile de Girardin à la fin du 19e siècle, gouverner, c'est prévoir, et je rajouterais que prévoir, c'est se dire qu'on ne devrait peut-être pas gouverner. Sur ce, je m'en vais et je vous laisse débattre. Je te remercie. Bravo, merci. Première. Ça me touche. Hey, le studio, c'est fini. On se lance maintenant un rassemblement. Ciao! Avec toutes les voix. Température baisse, plus les esprits s'échauffent. Mais en même temps que l'eau monte, Origine de ce remue-ménage, la rumeur, elle aussi, grossit. Donc le principe du rassemblement d'aujourd'hui, c'était de vous réunir pour organiser un débat autour de la question de la Constitution. Est-ce que dans l'idée ça vous dit? Oui. Ok, très bien. Si je vous dis politique, qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit? Tout de suite maintenant, je pense au présidentiel du coup, Ouais. qui vient juste de se passer. Je dirais une espèce de différenciation entre amis et ennemis. On pense aux personnes en uniforme qui débattent, meeting, votez pour moi. À quel point, selon vous, la mise en commun elle a une importance en politique? Je trouve ça super intéressant de réunir vraiment des personnes qui viennent de mondes totalement différents pour voir vraiment les différentes idées, les différents points de vue. La seule et unique difficulté, c'est de pouvoir s'entendre au sens premier du terme, c'est-à-dire de pouvoir s'écouter. Voilà. Donc ce qui est très compliqué, c'est pas d'être seul et de crier dans le désert sa propre vérité, mais de pouvoir écouter l'autre. Et ça, c'est très compliqué, je trouve. Et je pense que c'est la difficulté majeure qu'on peut avoir dans une discussion et dans une mise en commun pour aboutir à un projet politique. Je trouve que c'est important de laisser la parole à des personnes qui ont même une vision totalement différente, c'est-à-dire qui dérogent à la règle. On critique souvent le régime actuel pour être un régime présidentialiste, c'est-à-dire où le président a beaucoup de pouvoir. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que la démocratie française d'aujourd'hui et le régime soient peut-être un petit peu plus représentatifs de la population? Et je pense que foutre sur les gueules en permanence de la Ve République, c'est un petit peu facile. Je sais qu'il y a des choses à changer. Après, on parle tout le temps de changement sans absolument savoir ce qu'on va changer pour atterrir à une 6e République, mais faites de quoi? La Ve République, ça fait un petit peu longtemps, je pense. Il y a une habitude, je pense, comment dire, il y a un certain rythme que les gens ils ont depuis un petit moment. C'est pas forcément une mauvaise chose. C'est pas parce que ça fait longtemps que du coup on doit le changer. Et non, ça peut pas être un argument en fait, c'est ça que je veux dire. Après, il faut quand même qu'ils changent quelque chose, quoi. Oui, changer pour changer, ça n'a pas d'intérêt. On peut avoir des idées, Généralement, plein les d'idées. lois, elles changent en fonction de la société. Mais il faut pas confondre loi et Voilà, constitution. c'est ça. C'est juste que la constitution, c'est une somme de règles qui On bougent peut pas. On parle du régime présidentiel. Il faut que ça change, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que c'est pas assez... c'est une personne qui choisit pour tout le monde. Un régime semi-présidentiel. Donc il choisit. Oui, il choisit. Après le débat entre deux chambres. Voilà, le vote par Et donc c'est ça la caution caution qu'on te dit qu'un mec pourra pas dominer et devenir un dictateur. Oui. Et c'est ça qu'il faut changer dans la Constitution, pas forcément le régime semi-présidentiel, mais par exemple accroître le pouvoir parlementaire tout en gardant pas justement ce qu'on a pu avoir sous la 4ème République, c'est ça que je veux dire, une instabilité. C'est ça toute la question du changement constitutionnel, c'est d'avoir un équilibre. La question de la représentativité de la société civile en politique. Oui, c'est super important parce que du coup là, il représente juste un petit pourcentage de toute la population globale. On n'est peut-être pas assez informé, notamment au niveau de l'école primaire, etc., au niveau de l'éducation. On n'est pas assez informé du fait que tout le monde peut faire de la politique. Il faudrait peut-être, c'est ça, une des modifications constitutionnelles qui serait nécessaire, enfin à mon sens. Ce serait qu'on puisse forcer à mettre des quotas, parce que c'est comme ça s'appelle de la discrimination positive, mais c'est comme ça qu'on avance, à mon sens, qui forcerait à avoir, par exemple la parité, qui est une question toute simple. C'est pas une question de respect envers les femmes et les hommes, c'est que la population française, il y a autant d'hommes que de femmes. Si l'Assemblée doit représenter la population française, il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. C'est des constats simples qui sont décidément très 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 compliqués à mettre en place. La question de la fin de l'immunité présidentielle. Je suis totalement pour la fin de l'immunité présidentielle. Je trouve ça totalement
injuste en fait. Le problème, c'est que s'il peut être mis en examen, c'est qu'il faudrait absolument, et ça c'est le problème, absolument assurer l'indépendance de la justice. Moi je pense que vraiment, ce qu'on est en train de dire par rapport à la question de l'immunité présidentielle, c'est est-ce qu'on veut que le président soit un citoyen pas supérieur ou inférieur aux autres, mais est-ce qu'il a une nature différente? Est-ce que, en tant que citoyenne, bien sûr qu'on est égaux en termes de droits, mais là pendant son mandat, il va pas avoir les mêmes droits que moi, il va en avoir quelques-uns de plus et il va avoir plus de largesse. Est-ce qu'il n'a pas aussi une tâche à effectuer qui est beaucoup plus difficile que la mienne en termes de représentativité? Je pense que la plus grosse difficulté qu'on a pu voir pendant ce débat, c'était la difficulté à pouvoir entendre et comprendre l'autre. Après, je pense que ça incite justement à vouloir travailler encore plus pour que les gens puissent discuter mieux. Le meilleur moyen d'améliorer ce genre de confrontation, c'est d'en faire le plus possible. Plus de répétition, un peu d'expérience et ça ira mieux. Soi-disant révélée. Je cause avec toutes les voix. Plus les esprits s'échauffent. Mais en même temps que le monde, Origine de ce remue-ménage. la rumeur, elle aussi, grossit.